Projette-toi dans l'avenir pour t'améliorer dans l'instant présent. C'est une des forces de la visualisation. Salut, c'est Nico et avec mes sandales, je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Aujourd'hui, je te parle de visualisation et comment je m'en sers pour améliorer mes performances, mon bien-être et la confiance en moi à l'approche d'une course. C'est parti! Avant de commencer, juste un petit instant promo, je m'appelle Nicolas, je suis coach et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Mon but c'est de former aux outils de la préparation mentale en favorisant le jeu et l'aventure. Tu peux retrouver mes différentes formules directement sur mon site internet, voir le lien dans la description. Allez, semaine -11 avant l'Infernal Trail, mais aussi semaine -4 avant l'UT4M, mon autre trail de l'été. Alors je suis à un mois de l'événement et j'ai fait ce que l'on appelle une semaine choc. 4 jours intensifs où je me suis mis des tartines dans les pattes pour être plus costaud le jour de la course. Pour cette semaine choc, j'ai voulu partir à la reconnaissance de l'UT4M afin de cumuler à la fois un entraînement physique, un entraînement tactique et un entraînement mental. Le tout en me faisant un bon gros kiff à courir autour de Grenoble sur les 4 massifs qui sont le Vercors, le Taillefer, Beldon et la Chartreuse. Alors d'un point de vue purement chiffre, j'ai couru du coup 195 km, sachant que le parcours fait normalement 170, mais bon, vu que je me suis perdu plusieurs fois, parfois je suis allé un peu plus haut pour voir le pic et puis voir la vraie vue, parce que le parcours passe pas forcément sur la crête ou sur le sommet. J'ai fait 12 300 mètres de dénivelé positif et autant de négatif, donc ça c'est un gros plus par rapport à mon entraînement en Bretagne, et j'ai couru 45 heures, du coup étalé sur 4 jours, c'était environ une dizaine d'heures par jour en comptant en plus les pauses. Je te propose de revenir du coup sur ces 3 aspects de mon entraînement, à la fois physique, tactique et mental. Alors d'un point de vue physique, le but de la semaine choc ou week-end choc, c'est de mettre un maximum le corps dans les conditions de la course. C'est-à-dire qu'en termes de kilométrage, de dénivelé positif, de dénivelé négatif, comprendre aussi l'altitude et tout, en fait c'est de venir stresser le corps pour qu'il enregistre « Ok, je dois être capable d'accumuler ça ». Alors le but c'est pas non plus de se mettre carpette lors de cette semaine choc, parce que la course c'est dans un mois. En fait la difficulté je l'ai étalée sur 4 jours et j'ai couru à plus faible intensité que ce que je vais faire d'habitude ou ce que je fais d'habitude le jour d'une course. Cependant, je peux vous garantir que la fatigue, on la sent quand même. Mais quand je dis qu'on étale la difficulté, c'est que tous les matins, je ne me levais pas complètement rincé avec des grosses courbatures. Tous les matins, je pouvais repartir avec la patate et l'envie de réattaquer une journée de 10 heures dans les montagnes. Même à l'issue de ces 4 jours, j'aurais même pu recourir le lendemain. Mais bon, j'ai préféré me laisser là 2 jours de repos pour laisser le temps au corps de récupérer et pouvoir réattaquer là encore 2 semaines un peu intenses avant de réduire progressivement la charge lors des 2 dernières semaines, ce qu'on appelle faire du jus. En tout cas, à l'issue de cette semaine, je me sens extrêmement bien et extrêmement fort. Franchement, c'est assez impressionnant. C'est un gain de confiance de dingue de se dire que oui, physiquement, l'UT4M c'est bon, je l'ai déjà fait. Là, il va falloir le faire en une fois, mais disons que je l'ai déjà fait et je me suis senti à l'aise à le faire. Et ça, c'est vraiment très rassurant, à la fois physiquement et pour la confiance en soi. Alors d'un point de vue tactique, cette semaine choc c'est également l'occasion de tester mon alimentation et le matériel que je vais utiliser le jour de la course. D'un point de vue alimentation, déjà petite précision, tout ce que je donne là c'est mon ressenti personnel. Je suis pas un expert en nutrition, mais voilà, j'aime me renseigner, je lis des articles, j'écoute des conseils, je teste de nouvelles recettes régulièrement. Et là je commence à arriver à un mix qui commence à me plaire à moi, que je digère très bien et que j'arrive à décliner un peu en fonction de la distance de la course, l'altitude,
la chaleur, le froid, etc. Ce mix que je vais te partager là, ça convient certainement pas à tout le monde. Alors si tu comptes me copier sur cet aspect-là, je t'invite vraiment à le tester à l'entraînement avant de l'utiliser en course, d'accord? Parce qu'on est tous différents, et notamment au niveau de l'alimentation. D'un point de vue alimentation, je préfère avoir mes produits faits à la maison à l'avance plutôt que d'acheter un produit tout fait. J'ai l'impression, en tout cas c'est quelque chose qui est important pour moi, d'avoir une meilleure maîtrise de ce que j'ingère, de ce que je mange. Donc le mix avec lequel je tourne maintenant, en tout cas que j'ai testé là lors de ces 4 jours, c'est d'abord une barre énergétique fait maison. Cette barre énergétique, je la sors quand je sens arriver des gros coups de mou. Cette recette, je l'ai tirée du site de Nicolas Aubino. Vous avez le lien qui va être dans la description de la vidéo. Alors il y a beaucoup de choses dedans permettant d'avoir un apport en protéines, lipides, glucides, sel, bref, un bon gros mix. Et avec ça, je rajoute toujours un petit carreau de chocolat. Je sais que c'est pas forcément le meilleur, mais c'est vraiment pour le côté plaisir, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on fait des courses aussi longues, potentiellement on n'a plus trop envie d'avaler quelque chose. Et le fait d'avoir un petit quelque chose, une petite gâterie, on va dire, à l'intérieur, ça donne envie de le manger, et du coup ça aide à redémarrer, on va dire, le système digestif. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Le deuxième truc, c'est un burritos fait maison. Ça, je le sors quand mon estomac grogne et que je sens vraiment que j'ai un gros down énergétique. Donc ça, c'est une galette de maïs avec à l'intérieur des tranches d'avocat, de fromage et du beurre de cacahuète. Troisième chose, c'est que j'ai toujours un petit sachet mix de plein de choses que je viens grignoter quand je ressens un tout petit coup de mou, mais que je me sens pas encore de manger quelque chose de plus consistant. Dans ce sachet mix, il y a des cacahuètes, noix de cajou et des fruits secs. J'essaye toujours d'avoir un petit mix à la fois salé, sucré quand je mange. À côté de ça, je prends aussi parfois, donc ça par contre je l'achète, c'est les miels Happy Run, donc c'est un producteur local de miel. Ils font des petits sachets de miel qui me reboostent. Alors quand il fait trop chaud, j'arrive pas du tout à les digérer, mais quand il fait frais en altitude ou dans la nuit et tout, c'est très très agréable d'avoir ces petits goûts de sucré, de miel. C'est un vrai coup de boost que je prends avec une grande gorgée d'eau à chaque fois. Et enfin, dernière chose, des pommes potes. Et ça, je les prends souvent quand j'arrive au sommet et qu'on repart pour une longue descente. Parce que là, j'ai pas envie forcément de manger quelque chose de solide qui peut balloter dans l'estomac, mais en même temps, j'ai besoin quand même de l'énergie. Donc là, je me prends une petite pomme pote. Ça me permet de faire la descente avec du jus et sans avoir l'estomac qui ballotte. Or, bien sûr, ça, c'est ce que j'emmène toujours avec moi, donc quand je suis tout seul et qu'il n'y a pas de ravitaillement. Mais en course, je m'arrête sur les ravitaux. Et sur les ravitaux, je prends quasiment systématiquement maintenant la soupe qu'on propose, le fromage, le saucisson, le pain d'épices, j'aime beaucoup sur les ravitaillements, et très souvent je prends aussi beaucoup de quartier d'orange. Point de vue liquide sur les ravitaillements, parfois il m'arrive de faire un mix coca-eau pour avoir un petit peu de sucre dans l'eau et un peu de bulle, ça aide parfois à la digestion, mais je me rends compte que de plus en plus je préfère juste l'eau plate. Toute autre boisson sucrée, en fait ça me file la gerbe. Si ça passe pas, ça passe pas. Point de vue matériel, je voulais surtout tester deux choses lors de cette reconnaissance de l'UT4M, c'est la cape de pluie et les sandales. Pour la cape de pluie, franchement, c'était top. Tu ressembles à rien, une espèce de grosse capote orange sur tout le corps, mais ça a le mérite de vraiment tenir au sec. Quand je dis tenir au sec, les jambes, je m'en fiche un peu, mais tout ce qui est le haut du corps, l'estomac, la tête et le sac aussi, parce que quand le sac est mouillé, en fait, on a le dos qui est toujours trempé. Et j'avoue que pendant la deuxième journée de reconnaissance, il a flotté toutes les heures, donc j'ai pas du tout enlevé la cape et j'ai couru mes 10 heures dans la journée avec cette cape sur moi. Et en fait, cette cape de pluie, je préfère perdre un peu de temps, la mettre, courir un peu moins vite, mais je préfère ça pour que ma course reste un plaisir et pas à frissonner comme un débilus en espérant que la pluie s'arrête et que je vais me réchauffer. C'est un confort dont je suis vraiment pas prêt à me passer, surtout après mon abandon de l'Infernal Trail de l'année dernière en 2022 où j'ai abandonné à cause de la pluie, parce que j'étais frigorifié à cause du froid. Et après, pour le deuxième matériel que j'ai voulu tester, c'était les sandales. Courir en sandales, c'est une chose, mais courir en sandales en montagne, et particulièrement dans des zones caillouteuses, et particulièrement encore plus en descente, c'est vrai que ça m'inquiétait un peu quand même. Donc je tenais à tester ça en mode off, sans stress, car oui, les sandales, ça comporte un risque, c'est sûr. On est en montagne, donc même avec des chaussures, il y a danger. Mais du coup, je voulais m'assurer de ça et pas me pointer la fleur au fusil au départ de la course et me prendre un gros bouillon derrière parce que je n'avais pas pu tester ça avant. Et je tiens à dire que le test des sandales a été beaucoup plus que positif. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. Mis à part 4 km sur les 195 que j'ai couru en 4 jours, il n'y a que 4 km où j'ai mis les chaussures. C'était au col de Frédan parce qu'il y avait encore de la neige et j'ai préféré mettre les chaussures car je trouvais ça dangereux.
mis à part ces 4 km, j'ai tout fait en sandales et je n'ai eu aucun bobo. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. À la fin, je croyais avoir eu une ampoule et en fait, c'est pas grand chose. La peau s'est un peu irritée, mais en fait, j'ai pas eu d'ampoule du tout. Quand 195 km, 4 jours avec la pluie, les cailloux, le sable, tout ça, aucun bobo. Alors qu'à chaque fois que j'ai couru en montagne avec des chaussures, j'avais toujours au moins une ou deux ampoules et potentiellement je perdais mes ongles parce que je tapais dans les descentes. Avec les sandales, on pourrait croire que les chevilles prennent plus cher qu'avec les chaussures. Et ben je peux vous dire que c'est faux. Pourquoi ça? Et je l'ai constaté vraiment là, hein. J'aurais dit comme vous qu'avec les sandales il fallait que je renforce plus mes chevilles. Et en fait pas du tout, parce que la semelle souple de la sandale permet d'avoir une meilleure adaptation sur les cailloux. Mon pied prend la forme des cailloux et en fait c'est la voûte plantaire qui va prendre une partie des efforts que normalement c'est la cheville qui prendrait. Là c'est la voûte plantaire qui la prend et au final ma cheville est beaucoup moins sollicitée qu'en chaussures. Alors bien sûr le risque qu'il y a en sandales toujours en altitude, c'est de taper un caillou parce que là on n'a pas de protection, mais du coup cette peur de taper un caillou elle m'oblige à faire beaucoup plus attention où je pose mes pieds. Sur 195 km, je n'ai jamais tapé un caillou. La seule chose que je ne maîtrise pas encore avec les sandales, c'est la course en montagne de nuit et avec la fatigue cumulée. Donc c'est pas dit que pendant l'UT4M je fasse tout en sandales. Si ça se trouve dans la nuit, si je le sens pas, je remettrai les chaussures parce que je partirai toujours avec les chaussures dans le sac. Et voilà, dès que je le sens pas, je mettrai les chaussures et je pense que le gros risque c'est pendant la nuit. Alors je voudrais apporter une petite précision à propos des sandales. Je n'encourage pas à ce que tout le monde court du jour au lendemain en sandales et surtout pas en montagne. Là, c'est dangereux et inconscient de se lancer là d'un coup à faire, je sais pas, 10-20 bornes comme ça en montagne sans s'être entraîné un peu avant. Cette adaptation, moi, elle m'a pris du temps. Ça fait plus d'un an que je suis dessus. Je suis allé progressivement. J'ai pris le temps de renforcer ma voûte plantaire, mon tendon d'Achille, mes mollets, ma proprioception, ma plioception. Bref, j'ai dû adapter ma course, changer ma façon de courir pour justement permettre de faire ce que je fais là actuellement. J'ai démarré par 1 km, puis 2 km, puis 3 km. D'abord c'était sur route, après je suis allé sur des chemins forestiers, puis j'ai commencé à faire mes premiers trails un petit peu dans des cailloux en montagne. J'ai fait mon premier marathon, puis mon premier grand trail pour enfin pouvoir essayer l'UT4M en sandales. Si l'envie te prend de courir en sandales sur ce genre de parcours, n'oublie surtout pas de prendre le temps. La progressivité, c'est le maître mot pour ne pas se blesser. Cette semaine choc a aussi été l'occasion de faire un travail de préparation mentale avec de la visualisation. La visualisation me permet de me projeter dans le passé, dans le futur, afin d'en tirer des enseignements sur l'instant présent. De ces enseignements, le but est de les utiliser pour mettre en place des actions qui vont améliorer à la fois ma performance et mon bien-être dans l'ici et maintenant. Alors il existe différents types de visualisation. Aujourd'hui, je vais te parler que de l'une d'entre elles qui est l'imagerie positive. Comme d'habitude, on va prendre un peu de recul pour voir où se situe la visualisation dans la préparation mentale. La visualisation se trouve dans le bloc concentration et gestion du stress. Ce bloc, il est en équilibre au-dessus de la confiance en soi. C'est un bloc assez long qui peut facilement se casser la figure parce qu'il peut basculer à gauche ou à droite. Et en fait, dans ce bloc concentration et gestion du stress, on parle beaucoup de passé, présent, futur. Pour être performant, pour être dans un état de bien-être, pour être en état de confiance, tu dois être un maximum dans l'instant présent. Si tu es trop plongé dans le passé, ah mince, j'ai fait telle erreur, c'était mieux avant, ah si seulement j'avais, ah la dernière fois j'ai raté, donc c'est sûr je vais rater là. Et bien l'édifice penche trop dans le passé, tu n'es pas dans l'instant présent et tu risques de te casser la figure. Et inversement, trop plongé dans le futur, par exemple de l'euphorie à l'idée d'une échéance future comme je vais être finisher alors qu'il te reste encore 20 bornes de course, ou alors j'ai peur de ce qui peut arriver, l'édifice penche trop dans le futur, tu n'es plus dans l'instant présent et tu risques encore une fois de te casser la figure. L'idée des outils dans le bloc concentration et gestion du stress, c'est donc de rester concentré dans l'instant présent, le seul où tu as un pouvoir d'action immédiat. Oui, tu vas piocher dans le passé, oui, tu vas piocher dans le futur, mais de façon raisonnée, utile et performante. Et ça, toujours dans l'optique de t'en servir ici, maintenant, dans l'instant présent. Du coup, en quoi l'imagerie positive va m'aider pour terminer l'ultra UT4M dans un mois? Un ultra trail, c'est long. Je pense courir au moins une quarantaine d'heures. Si dès le départ, je me dis, là, il me reste 160 km, il faut que je sois place Victor Hugo à Grenoble, ça va être très long. Et du coup, mon cerveau a largement le temps de se décourager. Même si physiquement, je peux tenir le coup, si la tête, elle suit pas, je vais pas pouvoir réaliser ma plus belle performance
et point de vue bien-être, je vais passer beaucoup de sales quarts d'heure. Donc mon but, c'est de saucissonner ce gros morceau de 160 km et quarantaine d'heures en plusieurs plus petits qui seront plus abordables pour le cerveau. Un peu comme un tennisman qui se dit, pour gagner le tournoi, je dois gagner mes 6 matchs. Pour gagner mes 6 matchs, je vais me concentrer sur le match en cours. Pour gagner un match, il faut que je gagne 3 sets. Je vais me concentrer sur le set en cours. Pour gagner un set, il faut que je gagne 6 jeux. Je vais me concentrer sur le jeu en cours. Pour gagner un jeu, il faut que je marque 4 points. Je vais me concentrer sur le point en cours. Petit à petit, il saucissonne pour se concentrer sur l'instant présent. Et l'imagerie positive, c'est un peu pareil. Je me représente des étapes d'arrivée intermédiaires. Par exemple, l'UT4M, il est composé de 4 massifs de 40 km à peu près. 40 km, c'est déjà beaucoup moins que 160. Mais ça reste grand, 40 km. Dans chaque massif, il y a des ravitaux, il y a des sommets, des cols, des lacs, qui sont espacés de quelques kilomètres seulement. Tous ces repères, ce sont des petits points d'arrivée. Et petit point d'arrivée par petit point d'arrivée, je vais me rapprocher au final de la véritable arrivée. Ça change rien à l'effort physique, mais dans la tête ça change tout. Car à chaque fois ce sera une petite victoire et j'avance toujours plus loin avec cette sensation de gagner. Le fait d'avoir couru un mois à l'avance sur les traces de l'UT4M, d'avoir pris le temps d'observer le paysage, de prendre des photos, de prendre des vidéos, d'avoir déjà une histoire à raconter sur ces lieux dans lesquels je vais passer, les images sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus vivantes. Et pour que les images soient plus fortes encore, je fais attention à utiliser un maximum de canaux pour l'ancrer dans le cerveau. Par exemple, il y a les différents sens, il y a les émotions, la temporalité. Quand je parle des différents sens, il y a à la fois les 5 sens que l'on connaît très bien, donc qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Il y a aussi ceux qu'on connaît moins. Par exemple, il y a la kinesthésie, c'est notre ressenti de notre position dans l'espace. Il y a l'équilibre, la température, la nociception, c'est le ressenti de la douleur, la satiété. Ça, c'est des choses que le cerveau imprime bien. Et par exemple, de me dire, voilà, à tel endroit, j'ai mangé parce que j'avais faim, ça s'ancre dans le cerveau. Je me dirais, quand je passerai la prochaine fois, ah oui, c'est là que j'ai fait ça. Nociception, potentiellement, là, je me suis arrêté sur ce caillou pour me masser un peu la voûte plantaire parce que je commençais à avoir mal. Donc voilà, c'est plein de petits détails comme ça. Et plus j'ai d'informations d'un point de vue ressenti physique, mieux je vais retenir les lieux dans lesquels je passe. Donc c'est pareil au niveau des émotions. Par exemple, dans la deuxième journée, il a beaucoup plu, j'ai eu peur. Pour ceux qui étaient déjà sous un orage en montagne, vous savez à quel point ça peut faire peur. Je me souviens très bien d'un endroit où j'ai vu l'éclair et j'ai entendu le gros boom derrière. Là, j'ai eu un petit frisson dans le corps et je peux vous dire que ce lieu, je le retiens très très bien. Côté émotionnel aussi, ça permet d'imprégner fortement les images et aussi en termes de temporalité. Est-ce que le lieu, j'y suis passé le matin, le midi, le soir? Est-ce que c'était avant une descente, après une descente? Quand on arrive à remettre un peu ça dans l'ordre, pareil, ça permet d'imprimer encore plus durablement dans le cerveau. Et du coup, avec cette visualisation, je me remémore le passé, je me projette à la fois dans le futur, dans ma future course, et tout ça pour l'ancrer durablement dans ma tête ici et maintenant. Et par cette imagerie positive, le parcours fera tellement partie de moi que je pourrai me concentrer uniquement sur l'instant présent. Le fait de mieux connaître le parcours aussi, c'est que je m'enlève une partie d'inconnu lié au parcours. L'inconnu est d'office une source de stress. C'est pas forcément négatif, mais faire face à l'inconnu, ça consomme de l'énergie car il faut y faire face. Là, le parcours, je le connais, je sais où je me situe. J'ai donc plus d'énergie disponible pour me concentrer sur les autres aléas de la course. Alors attention aux excès, le but de la visualisation n'est pas de tout voir, tout savoir, tout contrôler. Déjà, tu n'y arriveras jamais, il y a toujours des aléas non contrôlables, comme la météo, les adversaires, ton état à ce moment-là, est-ce que, je sais pas, t'es un petit peu malade, il y a quelque chose que tu digères moins bien, ça peut arriver. On peut pas le contrôler ça. Il y a toujours une part d'inconnu. Non, le but de la visualisation, c'est d'avoir une meilleure maîtrise pour pouvoir répondre justement à ces aléas. C'est se créer en fait des petites bulles de confort dans cette grande bulle d'inconfort qu'est l'inconnu. Allez, je n'en dis pas plus sur l'imagerie mentale car je n'ai pas encore fini mon travail de visualisation pour l'UT4M. Toutefois, j'espère que le contenu t'a intéressé et inspiré. Si c'est le cas, pense à me mettre un petit pouce en l'air et le dire en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!